Bonjour. Bonjour Gianne, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live talk organisé par l'agence Studio Butterfly Casablanca et Paris et dont le thème est Startup et Inbound Marketing à 360 degrés. Comment propulser votre croissance? Et oui, parce que c'est quand même l'objectif premier de toute startup et c'est vrai que l'inbound marketing, comme vous allez le voir, peut favoriser un tel objectif. Voilà, donc nous sommes à notre 17e live talk depuis que nous avons commencé. Ce live talk est organisé par l'agence, donc vous la connaissez, on est pionnier en inbound marketing à 360 degrés, en account-based marketing et en stratégie de marque. On intervient en approche de co-création, co-production et copilotage avec nos clients sur ces différentes expertises. Donc, on intervient sur l'aspect conseil, on a des départements digitaux et des départements création de contenu. Et naturellement, on copilote avec nos clients les résultats à travers les KPI qu'on met en place pour optimiser les budgets marketing et communication qui sont mis en place. Alors, un mot sur le club. Tu veux, Gabriel? Oui, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance et la volonté d'avoir créé un club qui justement associe l'inbound marketing et l'ABM. Et si je veux faire un parallèle avec la pêche, eh bien, l'inbound marketing vous permet de pêcher tous les types de poissons concernant une cible bien précise, et l'ABM vous permet de choisir les plus gros poissons vis-à-vis desquels vous allez avoir une démarche très personnalisée. Alors, durant ce live talk, on a adressé en 2 points essentiels. Nous allons voir pourquoi est-ce que l'inbound marketing à 360 degrés est crucial pour les startups, quelles sont les raisons derrière cela, et quels sont les aspects clés en fait de l'inbound marketing pour une startup. Donc, si une startup a envie de grandir et de faire croissance, on lui donne des étapes à suivre. Et durant toute la démonstration qu'on va vous faire, on va vous présenter un certain nombre de cas. Pourquoi l'inbound marketing est-il crucial pour les startups? Eh bien, c'est crucial parce que je comprends très bien que pour les startups, communiquer, c'est vendre. Absolument. Et parmi les défis en fait des startups aujourd'hui, le premier défi essentiel pour qu'une startup puisse décoller et se faire connaître, c'est l'acquisition et la fidélisation des clients. Par contre, attirer et fidéliser des clients, il y a certaines difficultés, certains défis que les startups rencontrent, notamment les ressources et les budgets qui vont être limités, et puis des concurrences qui sont établies sur différents secteurs d'activité et différentes industries. Les startups ont des ressources limitées et pourtant, il faut attirer les clients et que vous avez déterminés dans votre cible. Donc, je dis simplement que, comme vous allez le voir, il y a 3 étapes d'une très très grande importance. La première, c'est la marque, car la marque crée la confiance. La deuxième étape, c'est la croissance, évidemment, avec un certain nombre d'exigences. Et la troisième étape, c'est la fidélisation. Voilà. Alors pourquoi, parmi les raisons que tu as citées brièvement, à savoir l'optimisation des budgets, l'attraction de clients idéaux, la construction de la marque et la stratégie de croissance, il y a aussi l'alignement en fait avec les nouvelles tendances de communication. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus envie de recevoir de communication intrusive. Et l'inbound marketing, avec son approche qui est humanisée, permet d'avoir un contenu qui va être pertinent et adapté à toutes les étapes du funnel de conversion. Donc, en cela, l'inbound est vraiment super intéressant pour les startups. Et de par justement cette approche, on arrive à engager le client et à créer une relation de confiance et de fidélité, parce qu'on n'est pas dans l'intrusion, on est dans le marketing de la permission et du désir. Et puis enfin, dernière raison, c'est qu'avec l'inbound marketing, on peut mesurer les succès et s'adapter. Donc, adapter les actions par rapport aux cibles, adapter le contenu et la stratégie digitale par rapport aux cibles et au positionnement. En intégrant ces différents éléments à leur stratégie marketing, les startups peuvent établir des bases vraiment solides et des colonnes vertébrales pour leur développement futur.
Alors, quels sont les aspects clés de l'inbound marketing? Nous allons les voir. Vous verrez que c'est une série d'actions qui sont à la fois en termes d'image, en termes financiers et en termes, bien sûr, de fidélisation. Comme c'est écrit, être start-upper, c'est un état d'esprit, mais être communicant aussi. Absolument. Alors, comme nous le disons avec Jeanne, au fond, quand on est une start-up et qu'on s'engage dans l'inbound marketing, c'est un mariage d'amour et de raison. Alors, vous avez, en fait, quand vous êtes une start-up, nous vous suggérons de vraiment vous concentrer sur 4 démarches, les cibles, bien sûr, savoir à qui vous vous adressez, le positionnement différenciateur, toute la stratégie digitale et évidemment, savoir ce que vous écrivez. Donc ça va être vraiment les piliers de la stratégie d'inbound marketing pour une startup. Alors les cibles, c'est extrêmement important. Il faut connaître ses cibles et son cœur de cible. Et en cela, ce qu'on vous propose, c'est d'analyser les personas. Alors les personas, qu'est-ce que c'est? Un persona, c'est le profil de votre client idéal. C'est la personne qui va vous acheter et qui va vous recommander. Donc, dans le jargon marketing, on dit que voilà, le persona, c'est une représentation fictive d'un client idéal ou d'un segment de marché. Ce persona va incarner les caractéristiques du client, son comportement, ses motivations, ses besoins, ses désirs, ses défis et ses préoccupations. Et donc, effectivement, c'est votre définition de votre cible qui va être l'élément clé de toute la démarche de communication parce que vous allez analyser l'approche comportementale, rationnelle et émotionnelle de votre persona. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire les profils de persona, ça va nous permettre de personnaliser même les messages et les offres ainsi que les expériences clients qu'on va offrir à notre cible. Donc, il y a ce graphe qui reprend en fait les différents éléments qu'on va étudier quand on va aller faire une création de persona. Donc, vous avez le niveau de digitalisation de la cible, ses craintes, ses défis, ses habitudes d'achat. Et puis, les canaux, les points de contact avec la cible, notamment sur le digital. Connaître ces éléments-là va vous permettre en fait de proposer un contenu qui va être personnalisé, qui va vous permettre d'optimiser la gestion de l'écriture. Effectivement, on recommande d'étudier les personas parce que ça permet de prioriser les investissements. On va mettre notre budget sur le cœur de la cible et on ne va pas le dilapider sur des segments diversifiés avec des messages génériques, mais on va être des messages spécifiques auprès du cœur de cible. Ça nous permet de connaître vraiment la cible et d'affiner le persona aux besoins. Ça permet de personnaliser le contenu et ça permet aussi et surtout de créer une relation significative avec la cible sur la durée. Et donc, effectivement, vous avez 3 critères qui sont essentiels quand vous n'avez pas des sommes très importantes à consacrer au persona. Ces 3 critères, je trouve que c'est très agréable même le mot Customer Digital Journey. Journée, c'est le voyage digital du client. Donc, vous allez analyser, et à part des interviews, quelles sont les informations qu'il souhaite recueillir, où il va chercher de l'information, quelles sont ses habitudes de lecture, de vision, d'information. Et ça peut être aussi bien dans son activité professionnelle que dans son activité, je dirais, plus personnelle ou plus ludique. C'est à vous de bien savoir où il se renseigne. Et puis, il faut connaître son comportement relationnel avec vous et émotionnel, et puis savoir pourquoi il ne voudrait pas acheter chez vous. Alors, voilà un exemple de Julie, d'un persona. Gabriel? Oui, mais justement, c'est notre manière d'écrire, je dirais, le profil d'un persona. Donc, vous voyez qu'il y a 5 thèmes très importants. À gauche, son niveau de digitalisation, je dirais, ses craintes, ses défis, et puis après, ses habitudes d'achat, et comme on vient de le dire, ses canaux d'information. Donc, tout à fait à côté, vous avez une fiche persona, donc d'une personne
pour laquelle on a travaillé le profil pour lui vendre un voyage. Donc, on a essayé d'étudier, en fait, on a étudié sa biographie, ses centres d'intérêt, son comportement social, son comportement média, et puis le type de voyage qui intéresse cette personne-là. Et donc, vous voyez qu'ici, eh bien, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est quand on analyse et quand vous ferez des interviews de vos personas, il faut savoir ce qu'ils ont derrière la tête. C'est-à-dire pas uniquement les questions, je dirais, presque neutres et rituelles, mais quelles sont leurs arrière-pensées. Et si vous y arrivez, vous avez gagné parce que vous allez, bien sûr, pouvoir faire une communication qui s'adresse à leurs arrière-pensées. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'en connaissant le comportement, la démarche, l'approche émotionnelle de vos cibles, de vos personas, à nous, à vous, de définir des typologies. Et nous avons une petite idée, c'est de vous proposer de définir des pseudo-évocateurs qui vous donnent un peu le sens de votre communication. Vous voyez par exemple, quand vous regardez les pseudos, parmi les pseudos, il y a ce qu'on appelle les endormis. Bon, les endormis, ce sont ceux qui ont traité une fois avec cette société et puis qui ont peu oublié de renouveler leur achat. Mais s'ils sont justement endormis, vous allez leur faire une communication qui leur est spécifique. Voilà, et pour les autres aussi. Donc, vous voyez que vous avez, par exemple, des communications spécifiques à ceux qui sont early bird, c'est-à-dire qui vont rentrer de manière nouvelle je dirais, dans l'univers du fournisseur. Et puis, il y a les endormis qu'on vient de voir, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas renouvelé depuis longtemps leur achat. Et donc, vous voyez, early bird, endormi, fidèle, innovant, vous pouvez ainsi définir des styles et des profils spécifiques à vos personas. Alors, vous voyez, par exemple, ce que nous aimons beaucoup, c'est que lorsque vous créez des emailing ou un site, vous postez des messages, vous ne dites pas « vous êtes administrateur ». Nous, on dit avec Jeanne, je suis administrateur. Je parle à la première personne. Je me mets à la place de votre persona. Vous voyez, ma session de formation approche, le temps presse, j'utilise mes mots. Résultat, pas de souci, choisissez KXO Formation. Donc ça, c'est une mentalité que nous vous suggérons d'avoir. Bien connaître le comportement émotionnel de votre persona, se mettre à la place de votre persona, parler comme votre persona, et puis la solution arrive avec la société, par exemple ici, KXO Formation. Alors ensuite, quand vous avez terminé l'analyse des personas, eh bien, vous ne pouvez pas vous abstraire d'une analyse vraiment approfondie de votre positionnement. C'est votre positionnement différenciateur qui crée l'envie. Et vous voyez ce qu'a dit Henry Ford, qui est un des grands constructeurs, bien sûr, de voitures. Eh bien, il disait, c'est désormais par l'offre que l'on suscite la demande et non l'inverse. C'est justement en faisant du test and learn, en créant des nouveaux produits innovants, que son positionnement volontariste et décalé lui assurait, bien sûr, une différence. Alors, quand vous entrez dans l'analyse de la stratégie de marque, sous la forme, nous proposons d'une co-création, parce que je pense que c'est très intéressant que vous ayez à la fois dans une salle de réunion les gens de la communication, les gens du marketing, les gens de la production, les gens des laboratoires, pour pouvoir mettre en avant le trend de cette stratégie de marque. Alors, toute stratégie de marque repose sur, en général, une plateforme de marque. Et nous vous suggérons que cette plateforme de marque comprenne 6 critères.
la vision de l'entreprise, sa mission à court terme, ses valeurs. Moi, je préfère le mot engagement. Ça a l'air un peu plus signifiant. Son style, son ton, son caractère, ça c'est l'expression de la personnalité, son ambition, les objectifs marketing, et évidemment son positionnement différenciateur. Alors, à toi, Gian, de montrer que pour nous, l'émotion participe vraiment de tout ce que l'on suggère et que c'est notre style de vie et le style de vie de nos clients. Absolument. En fait, l'émotion est très importante, même quand on est dans des univers B2B, et vous allez le voir quand on va présenter la matrice de positionnement, enfin la matrice qu'on utilise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de start-up, il y a aussi la personne derrière la start-up qu'on peut relier au positionnement parce qu'il y a une histoire derrière. Et comme l'a dit tout à l'heure Gabriel, il l'a bien précisé au début, que start-upper, c'est un mindset. C'est pas une activité économique quelconque parce qu'on va être sur des business models qui vont être petits, sur lesquels on va aller sur un pilote et on aura comme obligation d'aller scaler très rapidement pour aller lever des fonds. C'est la logique des startups. Et donc, c'est vraiment un mindset. Et quand on va développer ça, enfin, sur le chemin d'un start-upper, il y a un moment où le branding va arriver. Donc, le branding, ce n'est pas que l'identité visuelle, c'est aussi le positionnement de la start-up. Et nous, en ce sens, on utilise le mapping de positionnement avec 4 territoires et vous allez voir qu'il y a aussi l'aspect émotionnel qu'on peut retrouver dans des secteurs aussi qui s'adressent à du. Alors, je pense qu'avec Gian, c'est vraiment à nous, notre différence méthodologique. Et je pense qu'il n'y a pas d'agence qui ait à ce point approfondi la réflexion sur le mapping de positionnement que Studio Butterfly Casablanca et Studio Butterfly Paris. Il n'y a pas de client qui n'ait apprécié, engagé leur société, trouvé la voie de leur différence en n'ayant pas utilisé le mapping de positionnement. Ça leur a donné vraiment une force, une puissance. Et alors, si vous le souhaitez, Gian ou moi-même, nous pouvons vous apporter une série très très longue de positionnements différenciateurs de sociétés qui ont changé leur vie, qui ont changé leur démarche grâce au mapping de positionnement. Alors, je vais m'arrêter un tout petit peu pour vous montrer quelle est la philosophie de ce mapping de positionnement. Je dois dire que Gian et moi, nous avons étudié à peu près plus de 150 ou 200 positionnements par les campagnes de communication que nous avons vues de sociétés en B2B ou en B2C. Et nous en avons tiré cette méthode, cette démarche méthodologique. Nous avons estimé que toute société dispose en fait de 4 positionnements possibles. Dans le territoire A, vous avez le positionnement rationnel, mettant l'accent sur la promesse de l'entreprise et les arguments rationnels. Dans le positionnement B, vous avez la possibilité de mettre l'accent sur la satisfaction de la cible eu égard à des arguments rationnels. Dans le territoire C, vous avez autre démarche, des arguments affectifs qui soulignent la différence, et dans le territoire D, c'est aussi des arguments affectifs, mais tenant compte des plus-values de la firme. Alors, je vous donne un exemple exprès aberrant, mais qui va, à mon sens, bien illustrer les plus-values de ce mapping de positionnement. Alors, soyons ouverts et sans, je dirais, sans risque de nous tromper. Imaginons que Renault, voilà, exprès, la firme Renault ait imaginé une nouvelle marque, pas une nouvelle marque, une nouvelle capture, un nouveau produit de la marque fille Capture, en imaginant que cette nouvelle capture dispose de 8 airbags, allez, à bas la Paris, et d'une calandre en or massif. Eh bien, si je suis dans le territoire A, je mets l'accent sur des aspects rationnels. Et je pourrais dire, achetez la nouvelle capture, car c'est la seule en France qui dispose d'une calandre en or massif et de 8 airbags. En ayant exprimé les plus-values techniques que les autres n'ont pas, vous avez créé un positionnement rationnel. Si je suis dans le territoire B,
c'est un peu différent. Là, je vais parler de la satisfaction obtenue par l'utilisation de ces plus-values. Et là, je vais dire, achetez la nouvelle capture, car c'est la seule en France qui vous permettra d'avoir un maximum de sécurité et un look avant-gardiste. Donc là, vous mettez l'accent sur le bénéfice avec des arguments rationnels. Dans le territoire C, vous changez de paradigme. Vous mettez l'accent sur l'affectif. Et là, l'affectif, en général, on met l'accent sur la personne qui est soit a acheté le produit concerné, soit l'utilise. Et là, dans le territoire C, il faudrait dire achetez la nouvelle capture, car vous pouvez ainsi vous prévaloir d'être une des rares personnes à être aussi exigeant en termes de sécurité qu'en termes d'art contemporain. Donc, vous voyez qu'on met l'accent sur la valorisation de l'acheteur. Et dans le territoire D, vous mettez l'accent sur l'entreprise Renault en disant « achetez la nouvelle capture, car c'est la seule voiture avec tous ses atouts qui a été construite avec autant de passion par les ouvriers, les ingénieurs et les cadres de l'entreprise. » Donc, vous voyez qu'avec ce mapping de positionnement, vous avez déterminé en fait 4 positionnements qui correspondent à une vision spécifique du produit ou de la société. Alors, vous me demanderez, quel est le positionnement choisi? Et là, je suis très heureux de vous répondre à votre bon cœur, messieurs, dames. Ça, c'est un choix volontariste en fonction de votre désir, de votre caractère, de la situation du marché, de la position des autres voitures chez Renault et chez les concurrents. Donc, vous avez à faire, parmi les 4 positionnements, votre choix volontariste. Voilà. Et donc, j'aime bien dire que j'ai écrit cette phrase qui est parue dans un de mes livres, le positionnement apporte au corps de l'entreprise la logique du cerveau, on est dans l'aspect rationnel, et l'émotion du cœur avec l'aspect émotionnel. Donc, un exemple de ce que nous avons fait, Jeanne et moi, pour un de nos clients, Laponie. Donc, c'est une société qui a une plateforme qui permet aux managers de Société Générale de Restauration Rapide et qui, le problème de ces managers dans les entreprises de restauration rapide, c'est que leur personnel vient ou ne vient pas, ou se fait porter malade, ou oublie de venir. Il n'y a pas cette implication qu'on aurait aimé avoir. Donc, qu'est-ce que doit faire le manager quand il voit que le matin, il manque le cuisinier, il manque la secrétaire, etc. Eh bien, Laponie permet sur sa plateforme de laisser à des collaborateurs qui sont en disponibilité le soin de se dire je suis libre ce matin, je suis libre cet après-midi, si vous voulez, je peux remplacer telle ou telle personne. D'où notre réflexion, ça a été Laponie, révéler la force de votre équipe, parce que c'est au sein de l'équipe que le manager va trouver l'employé en disponibilité. Mais ce qui est intéressant dans cette page d'accueil, c'est pas seulement le slogan, qui là est un slogan d'action, mais si vous arrivez à lire la barre de navigation, il y a écrit « Je suis collaborateur, je suis manager, notre différence ». Donc, comme on l'a dit il y a quelques slides précédents, on parle à la première personne. Ce n'est pas vous êtes, ce n'est pas nos plus-values. Le collaborateur s'exprime par lui-même, le manager s'exprime par lui-même, et évidemment, il est beaucoup plus impliqué. Et ça, c'est vraiment une success story que nous avons eu la chance d'accompagner, parce que c'est une start-up qui a travaillé son positionnement. Et c'est vrai, quand on pense start-up, on se dit oui, le positionnement, le branding, ce n'est pas la priorité des priorités, parce qu'on est en manque justement de ressources financières. Mais justement, tout ce travail qui a été fait de branding, de création de stratégie digitale et de création de contenu personnalisé a permis à la start-up de se scaler rapidement, et elle a même été revendue à un groupe très important. Il n'y a aucun secret. Laponie est devenue une icône, a changé complètement la vision justement de ses clients, qui a permis aux managers et aux collaborateurs de vivre la force de l'équipe, et il s'est vendu à un groupe qui est CG Team
RH, SIRH, et la directrice était très contente parce qu'effectivement, elle a atteint ses objectifs structurels et financiers. Alors, une autre campagne aussi, c'est toujours la même chose. Enfin, toujours. Ça, Soyuz est un des leaders de l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et en fait, ils auraient pu avoir une campagne disant nous sommes des spécialistes de l'IA, nous sommes des connaisseurs techniques de l'IA. On leur a suggéré de mettre l'accent sur la plus-value, justement sur le territoire B, sur le bénéfice de l'utilisation de cette société. Et eux, ils ont permis à des sociétés de retail, comme Leroy Merlin, comme Monoprix, etc., de mettre en œuvre des questions posées aux consommateurs. Le consommateur répond à 8 ou 9 questions et ça permet aux vendeurs de très bien savoir le besoin et le désir du consommateur et de lui conseiller le produit qui lui convient spécifiquement. Et c'est pour ça qu'on a écrit la réponse et dans la question. Simplement. Alors, autre cas encore, c'est la liberté. Vous voyez que quand on regarde la barre de navigation, il n'y a pas vous, il n'y a pas nous, il y a écrit « Je suis un organisme de formation, je suis une agence, je suis une association ». C'est vraiment notre philosophie à JN et moi de mettre votre cible en action, de faire parler votre cible et de lui donner un rôle évidemment prééminent. Absolument, parce que quand on parle d'inbound marketing, c'est une approche du marketing qui est plus humanisée, comme on a dit dès le départ, et qui met le client en priorité. On n'est plus centré sur la marque et ses produits, mais plutôt on a un focus qui est extrêmement un focus client, très prononcé. Alors là, c'est un peu notre plaisir à Gian et moi. Vous savez qu'à quelques slides précédents, nous avons parlé d'émotion. Il y a même une slide où il y avait vraiment mis l'accent sur les sociétés qui mettent en avant tout le relationnel lié à l'émotion. Alors voilà un cas qui nous est paru très intéressant. Nous avons été abordés par cette société Orga Ortho. Alors, on est encore dans l'IT. Orga Ortho dispose d'une plateforme qui permet aux orthophonistes de ne plus s'occuper de l'administratif. Vous savez, tous ces papiers avec la sécurité sociale, les papiers avec les hôpitaux, avec tout ça. Et le thème de cette société était de dire, nous devons dire aux orthophonistes qu'ils se consacrent à leur métier. Alors, cette société avait déjà une agence qui avait dit, Orga Ortho, libérez-vous de l'administratif. Bon, c'est gentil. Moi, j'appelle ça la démarche, en automne, les feuilles tombent. Oui, voilà. Bon, Orga Ortho s'occupe de l'administratif. Quand nous avons pris le sujet et quand on a voulu définir avec le client un nouveau positionnement, on n'a pas parlé de ça. Vous voyez, on a compris par les interviews que les orthophonistes étaient passionnés de leur métier. Et donc, c'est devenu comme slogan, vos patients méritent votre passion. Mais ça va beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, quand cette société fait des manifestations, des petits déjeuners débats, des événements, des brochures, des manifestes, on écrit souvent « Orthophoniste, vivez votre passion » avec Orga Ortho. Donc, vous voyez que la passion est devenue un art de vivre pour tout l'univers de la société Orga Ortho. Voilà, donc là, on vous a présenté différents cas sur le positionnement, notamment de start-up. Et donc ça, c'est le premier pilier. Donc après l'étude du persona, c'est le deuxième pilier, pardon. Et ensuite, une fois que nous avons mis ça en place, on passe à la création, à la création de la stratégie digitale ou la création d'une stratégie digitale. Alors, une stratégie digitale doit être cohérente avec le funnel de conversion. Et donc, comme vous le voyez à la base, et là, on a un jargon qui est propre un peu à nous, le TOFU, MOFU, BOFU, LOFU. Donc, le TOFU, c'est le top of the funnel. Donc, on est vraiment au tout départ. C'est là où le client ou l'internaute va nous trouver. Et là, ce qu'on doit mettre comme solution digitale, donc ça va être soit une landing page ou un site optimisé, un blog optimisé, des campagnes SEO et des plateformes, des pages sur les réseaux sociaux, médias de la marque ou de la start-up.
Ensuite, sur le middle of the funnel, on va mettre en place des stratégies de call to action pour capter de la data et pouvoir transformer cette data. On peut utiliser des landing pages, les stratégies de brand content, les newsletters, le tracking de visiteurs, etc. Et puis, au niveau de l'avant-fin de l'entonnoir, nous avons le BOFU. Donc là, on met en avant les retours d'expérience des clients et on personnalise vraiment les messages en fonction de la cible. Tout à l'heure, Gabriel, quand il a montré en fait les positionnements qu'on a mis en place, qu'on a créés pour certaines entreprises, vous voyez que ce positionnement, on le trouve sur le site, mais le site s'adresse également aux clients. Donc, en s'adressant aux clients, on l'aide à naviguer facilement et de manière très intuitive. Donc, on améliore l'expérience client sur le site pour qu'on puisse lui donner le contenu qui va être personnalisé par rapport à son expérience et qui permettra de le transformer sur les différentes étapes du funnel. Et puis, à la fin, il y a le LOFU. Donc là, c'est le loyalty. Donc là, on met en place. Et pour nous, c'est extrêmement important de mettre ça en place parce qu'on sait qu'un coût d'acquisition est beaucoup plus cher qu'un coût de fidélisation. Et donc, pour le coup, ce qu'on vous recommandera ici, ce sont des stratégies de fidélisation. Et donc, vous voyez que quand on veut suivre, et c'est tout à fait indispensable, le parcours client, on vous suggère de le faire selon 4 étapes, le TOFU, le MOFU, le BOFU et le LOFU. Et puis, moi je vous propose avec Yann d'avoir une réunion par type de parcours du client et de savoir toutes les actions que l'on va mener pour le TOFU, le MOFU, le BOFU, le LOFU, sans oublier, comme on dit, les KPIs, c'est-à-dire le tableau de bord. Alors ici, je dirais que nous les avons appelés les inséparables parce que vous êtes une société obligatoirement que, quelle que soit votre activité, il y a 2 actions indispensables, le site et le blog, parce que c'est votre carte d'identité et une carte d'identité active, car le blog vous permet d'avoir un meilleur référencement. Alors, il y a un certain nombre de raisons pour bien sûr, concevoir un blog. Alors, quand on regarde attentivement, vous pourriez me dire, mais comment je ne comprends pas là? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi il n'y en a que 9 alors qu'il y a 10 bonnes raisons? Est-ce qu'on s'est trompé? Non. On a voulu mettre l'accent sur le fait que quelles que soient les raisons rationnelles, académiques, foncièrement marketing, la première chose, comme pour tout d'ailleurs, que ce soit pour un film, un livre, une action de communication, il faut que l'action doit être une source de plaisir. Voilà, donc on met en place aussi la stratégie de réseaux sociaux. On va créer des pages pour la startup sur les différentes plateformes appropriées. On peut utiliser le marketing automation. Donc là, on sera sur des séries d'emails qui vont être adressés aux personas et qui vont être personnalisés. Donc là, vous voyez le cas de Dorman, qui est le cabinet de recouvrement des créances. Et donc, c'est un cas où vous voyez aussi, on a fait avec Gian du test and learn, c'est-à-dire ce sont des landing pages qui incitent les gens à, j'espère, remplir des formulaires parce qu'ils sont, disons, intéressés par l'offre de cette société. Mais quelle est la meilleure landing page? Et puis, on peut faire des tests. Vous voyez, là, vous avez 2 manières de vendre Dorman, là aussi, mais avec des mots un peu différents. Voilà. Alors, communiquer, c'est vendre. Ça, c'est la base, je crois, oui. aujourd'hui. Et au niveau des entreprises ou des startups, on a souvent de la data qui est à notre disposition, mais qu'on oublie. Des fois, quand on est une grande entreprise, on a des CRM. Quand on est une startup qui démarre, on a des réseaux sociaux comme LinkedIn professionnels où on peut facilement trouver de la data et qu'on peut exploiter gratuitement. Et donc, le terme important de ce que vient de dire Gian, c'est le mot gratuit. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on peut compter manuellement. Hein, tous ces comptages sont faits manuellement et c'est gratuit. Alors, profitons-en. Alors, si vous n'avez pas la volonté de ne faire que du comptage manuel, ben vous avez, à notre sens, 3 logiciels qui fonctionnent bien et qui vous permettent d'envoyer des emails personnalisés. Donc, vous avez Phantom Buster, donc vous utilisez ce logiciel avec LinkedIn pour
à la suite d'une typologie de cible, recevoir des adresses perso. Si vous trouvez qu'il y a trop d'adresses perso, vous passez à la moulinette ces adresses perso par drop contact et vous avez l'obtention d'adresses pro. Et c'est intéressant parce que les adresses pro, vous rentrez dans le cadre du RGPD et vous avez le droit d'envoyer évidemment des emails. Et puis, vous voulez être encore plus, je dirais, émotionnel, attentif à l'autre, être proche de son identité. Alors, au lieu de dire bonjour, nous avons telle ou telle proposition, ben vous dites bonjour François, bonjour Michel, bonjour ceci, bonjour cela. Vous parlez bonjour François de la société X ou Y, et donc vous personnalisez vos emails et voilà, et donc vous avez une démarche qui évidemment est à notre sens plus impactante. Il y a d'autres logiciels, enfin il y a d'autres solutions aussi qu'on peut utiliser, comme Sales Navigator, comme Notion, comme Scrapper. Tout ça, ce sont des solutions parmi d'autres qui permettent d'extraire de la data, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de stratégie digitale et se limiter aux sites et aux réseaux sociaux. La data est devenue très importante, au même titre que le devient l'intelligence artificielle. Et ce sont des choses qui sont à portée de main, qu'on peut utiliser pour booster les ventes de la start-up. Et puis, pour nourrir tout ça, on a besoin d'une stratégie de contenu. Donc, une stratégie de contenu ou d'apport, en sachant que le contenu est roi aujourd'hui. On n'est plus dans de la on va pousser, mais on est dans la création de valeur ajoutée et de divertissement. Pardon. Tu disais? Non, je disais que Bill Gates a tout à fait mis l'accent justement sur le contenu en disant que le contenu est roi. Alors, quand on met en place... Oui, vas-y, Jeanne, je t'en prie. Quand on met en place une stratégie de contenu, elle a des objectifs. Donc, il y a des objectifs de notoriété, donc pour se faire connaître et pour rester en top of mind, pour se positionner en top of mind chez les clients. Et puis, il y a des objectifs quali aussi d'image. Il faut renvoyer une image qui est positive. Donc, et là, pour travailler cette image, on a le positionnement qu'on avait vu en deuxième point tout à l'heure. Ensuite, la stratégie de contenu a aussi des objectifs quanti, donc à savoir le nombre d'audiences qu'on va toucher, le niveau d'engagement sur les contenus qu'on va avoir et le niveau de conversion. Donc, la conversion d'internaute à lead et de lead à client et de client à ambassadeur. Et vous voyez ici que ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité, en utilisant le SEO et le SIA, d'avoir un meilleur référencement dans tous les réseaux sociaux. Vous vous portez, bien sûr, à vous engager à telle ou telle option, et ces engagements, s'ils sont évidemment pertinents, vous amèneront une conversion plus ou moins grande de prospects en clients. Alors, on retrouve ici le tofu, le mofu, le bofu, mais en jouant sur le contenu. Au niveau tofu, vous ne mettez pas le même contenu qu'au niveau bofu ou mofu. Donc, vous voyez qu'au niveau tofu, ce qui est important, c'est le site, c'est les réseaux sociaux, et ce sont des contenus d'images et audio. Dans le mofu, il faut convaincre, enfin, il faut être considéré. Donc, on est au-delà de l'intérêt ou de la découverte, on est dans le début de la conviction. Comment ? Vous le voyez écrit, livre blanc, rapport, tuto, etc. Et là, vous avez déjà, si les gens, disons, veulent avoir ces manifestes, ces livres blancs, ils vont avoir à remplir un formulaire. Vous disposez d'un fichier élargi qui vont vous permettre, au fond, de les inciter à prendre la décision. Et c'est le niveau BOFU. Donc, vous voyez qu'à chaque niveau du parcours client, il y a des actions de contenu qui vont vous permettre d'avancer. Et ça, en fait, ce funnel, il vous permet vraiment de structurer votre stratégie de contenu. Vous allez vraiment savoir quel contenu vous allez mettre en place, en sachant que, quand on parle d'inbound marketing, on n'est pas sur du court terme, on est sur du moyen, long terme. Parce qu'on ne va pas poster de la communication, ce n'est pas de la publicité, c'est vraiment de la création de contenu pour attirer à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Donc, une stratégie de contenu doit à la fois répondre à deux éléments fondamentaux, donc les désirs et les besoins des clients étudiés dans l'analyse des personas. Et puis, il doit aussi toujours s'inspirer du positionnement différenciateur de la start-up ou de l'entreprise. Donc, il faut toujours parler
C'est-à-dire que le positionnement différenciateur, c'est l'âme de l'entreprise et tout ce que l'on raconte autour doit s'inspirer, bien comme c'est écrit, du positionnement différenciateur. Voilà, donc les 4 étapes pour la création d'un brand content, c'est de créer un contenu adapté à votre cible, donc en fonction de votre cible et de votre persona. Il faut optimiser le contenu pour le référencement, notamment sur le site, sur les réseaux sociaux. Il faut publier et promouvoir le contenu quand c'est nécessaire. Et il faut toujours intégrer un appel à l'action. Et c'est ça qui va vous permettre de générer de la data, de capter de la data et de pouvoir la convertir. Comme l'a présenté Gabriel. Oui, vas-y. Et donc, comment capter cette data? Eh bien, je dirais parce que c'est l'évidence. Enfin, c'est naturellement évident. Vous avez 3 niveaux dans le parcours client: la sensibilisation à votre offre, la considération que vous portez à la fois au prospect et à l'offre, et puis il faut qu'il prenne sa décision. Donc, pour ces 3 niveaux du parcours client, nous vous suggérons bien sûr de disposer d'APA, parce que l'APA va les amener à vous donner son numéro de téléphone, à donner son nom, à donner tous les éléments qui concourent à mieux le connaître. Et là, Jeanne et moi, nous vous proposons un certain nombre d'APA. Alors, c'est pas important de tous les faire, hein, mais à vous de décider dans l'année quels sont les APA que vous allez privilégier pour répondre, évidemment, à ce parcours client. Donc, il y a parmi les APA les stratégies de webinaire, voilà, comme ce qu'on est en train de faire nous aujourd'hui. Il y a les livres blancs qui sont extrêmement engageants. Et vous voyez qu'on parle de 10 engagements, ça veut dire que c'est bien d'avoir un chiffre, je dirais pas magique, mais un chiffre signifiant qui permet à la société comme ici Laponie de s'engager sur 10 points qui justifient d'autant plus son positionnement. Alors nous, ce que nous avons et ce que nous faisons, et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant dans l'évolution que nous avons vis-à-vis de vous et avec Gian, c'est que oui, nous sommes dédiés à l'inbound marketing. Oui, nous croyons beaucoup comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Oui, nous croyons beaucoup à cette démarche soft qui met l'accent sur l'inbound. Mais nous croyons aussi, parce que nous l'avons constaté, à la valeur de l'outbound, c'est-à-dire on est revenu avec Gian au fait de se dire mais tout se fait sur le digital, mais les gens ne reçoivent pratiquement plus de courrier. Et bien justement, pour être différent, utilisons le courrier, utilisons, je dirais, les imprimés, utilisons la démarche par enveloppe et papier pour justement casser le code habituel du digital. Alors, pour, par exemple, la société Laponie, nous avons utilisé l'impression, nous avons imprimé je dirais des brochures, avec même, vous le voyez en jaune, une lettre très atypique, et nous avons créé une démarche d'optimisation, mais via l'outbound, et pas uniquement le B2B, c'est-à-dire pas uniquement la démarche digitale. Absolument. On recommande toujours de faire un arbitrage, en fait, et de choisir les options les plus pertinentes. D'ailleurs, vous voyez sur le résultat de cette campagne, on a un rendez-vous qui ont été obtenus. Oui, c'est vrai. Alors, d'autres types de contenus, il y a la newsletter que nous avons mis en place pour Paris, qui est l'effet papillon. Vous pouvez retrouver sur la page LinkedIn de Studio Butterfly. Vous aussi, vous pouvez envisager de créer ce type de contenu. Et puis, il y a une stratégie que Gabriel recommande. Oui, c'est-à-dire que je suis sensible aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que c'est vraiment de plus en plus le cas dans des sociétés où il y a à faire des économies. Alors, nous vous suggérons, si vous n'avez pas des moyens, et c'est pour ça qu'on s'adresse à des startups, là, dans notre cas, si vous n'avez pas des moyens conséquents, au moins, utilisez ces 5 actions. C'est pour ça qu'on les a appelées des matrioshkas, parce que je ne sais pas trop pourquoi, en Russie, quand vous offrez des poupées,
mais un peu étranger, mais il y a, je dirais, un système qui fait que quand vous voulez offrir des poupées, des matrioshkas, opérations, depuis les biens jusqu'à la souscription finale, et vous voyez qu'il y a autant d'imprimés que d'actions spécifiquement digitales. Voilà, et donc pour piloter tout ça, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un tableau de bord avec les KPI les plus importants, de le suivre régulièrement pour pouvoir ajuster les actions et optimiser les budgets. Effectivement, quand on est start-up ou en démarrage, on n'a pas beaucoup de moyens. Ce n'est qu'après l'arrivée des VC qu'on a plus de budget pour investir dans la marque, dans la stratégie digitale, le contenu, etc. Voilà, donc... Et j'ai cette jolie phrase de Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. En fait, c'est pour vous suggérer d'adopter de manière très franche l'inbound marketing. L'inbound marketing illustre de manière complète à la fois les problèmes précédents, un choix de vie, je dirais, d'entreprise, les actions affectives ou relationnelles à mi-temps à partir de 3 heures de l'après-midi, par exemple, jusqu'à la fin de la journée, avec en plus quand même la volonté de se dire nous pourrions avoir une démarche l'après-midi. Alors, on vous fait part de nos prochains événements à Casablanca et à Paris. Comme vous le savez, on organise depuis, en tout cas pour le Maroc, depuis cette année des formations. Et à Paris, ça fait quand même un moment que tu en fais, Gabriel, oui, je pense. Tout à fait. Oui. Donc, la prochaine, nous en avons organisé 2, une à Casablanca et une à Rabat. La prochaine aura lieu à Casablanca le 4 octobre 2024. Vous pouvez retrouver le programme sur notre site web butterflycasablanca.com. Ça va être une formation autour des inséparables, la stratégie de marque et l'inbound marketing. Et il y aura une autre formation aussi à Paris qui aura lieu, je pense, en septembre. Voilà, c'est ça, tout à fait. La date n'est pas encore fixée, mais ça va l'être sous peu. Voilà, donc comment est-ce qu'on intervient au niveau de l'agence? Je pense que ça, on l'a dit, en co-création, coproduction et copilotage. Donc, on a des pôles de co-création de stratégie et ensuite, on a les pôles de création digitale, de création de contenu. Et pour le copilotage, ce sont des réunions des réunions de suivi et de pilotage de la performance de toutes les strates qu'on aura mis en place. Alors, il y a ce dicton qu'on aime bien, une main toute seule ne peut applaudir. Donc, bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Gabriel ou avec moi-même si vous avez des questions sur les sujets qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aussi en poser maintenant dans le chat s'il y en a. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore. Voilà, nous sommes à votre écoute. En fait, aujourd'hui, on a avancé l'horaire du live talk. Oui. Le live talk, les gens vont, vous allez le retrouver sur nos pages LinkedIn et nos pages de réseaux sociaux, donc sur YouTube, LinkedIn et Facebook de l'agence. Vous pouvez regarder les replays. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous contacter directement. Voilà, donc merci beaucoup. C'est moi qui... Merci Gianne, merci à tous. Et j'espère que cela vous a donné et le goût et l'envie d'entrer résolument en inbound marketing. Merci à tous et bon après-midi. Bon après-midi.